Allô, bonsoir. Et je dis bonsoir à nos amis. Je m'appelle Gabriel Diabaté et aujourd'hui, je vous présente notre chaîne, la nouvelle chaîne de la technologie. Et la chaîne, c'est Techno City, comme son nom l'indique. Je vous dis merci. D'abord, je vous présente cette chaîne aujourd'hui qui va parler de la technologie et de l'éducation. Et je serai le plus souvent en duo avec Madame Traoré Maté et Dame Kourman. Donc, malheureusement, pour l'introduction, elle est en voyage, donc elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais vous allez la voir et chaque fois, vous allez la voir. Aussi, c'est la chaîne qui va inviter aussi beaucoup d'ingénieurs, des hommes de métier dans le domaine de la technologie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la chaîne et me présenter moi-même. D'abord, avant de me présenter, je vous présente d'abord la dame, Madame Maté Traoré. Elle est enseignante. Elle a un français vraiment beaucoup plus raffiné que mon français à moi, mais elle a beaucoup d'expérience. Elle est animatrice. Donc, bientôt, vous allez la voir sur la chaîne. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord remercier nos partenaires, l'Université de Montpellier. Donc, pour nos étudiants, les étudiants qui veulent aller faire la haute technologie en France, je vous conseille d'aller à l'Université de Montpellier, qui est une université d'élite et qui fait la fierté de la France. Parce que beaucoup de cadres français et beaucoup de cadres dans beaucoup de pays à travers le monde qui ont été formés à Montpellier. Donc, Montpellier a beaucoup d'enseignants de haut calibre. Donc, si vous cherchez une université en Europe, je vous recommande d'appliquer à l'université de Montpellier. Donc, par le passé déjà, beaucoup d'étudiants nous ont contactés et je vous réfère toujours, allez-y vers l'université de Montpellier, vous allez sur leur website, appliquez, demandez à vos ministères de vous trouver des bourses pour aller étudier en France, allez-y à Montpellier. Donc, je vous recommande. Je remercie aussi notre partenaire au Maroc, qui est FMECA. Voilà, je vous remercie et donne une formation en collaboration avec le centre de formation au Maroc. À ce jour, nous avons plus de 71 étudiants. Ça fait bientôt 2 mois que les cours ont commencé et bientôt, c'est une formation de 3 mois. Bientôt, ça va prendre fin. Je remercie aussi ces nombreux étudiants, des Français, des Marocains, des Ivoiriens, des Maliens, Sénégalais, Congolais et, et aussi, comment on appelle, des Haïtiens. Donc, on a beaucoup de professionnels qui viennent euh, faire la mise à niveau chez nous. Donc, on forme dans l'automatisme industriel, dans le génie électrique et dans le photovoltaïque. Donc, notre prochain cours va commencer dans 2 mois. Donc, on vous remercie. Je remercie CIB, le comptoir ivoirien des bâtisseurs en Côte d'Ivoire, et qui est notre partenaire sur place en Côte d'Ivoire. Et je remercie Zerex Amérique, voilà, qui est notre partenaire. Je remercie aussi Airkey USA, qui est aussi fait partie de notre partenaire, et Iglologic. Et sans oublier IICS, hein, IICS qui est notre compagnie hein, depuis les États-Unis. Aussi, on a une succursale en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et on vous dit merci. Maintenant, nous allons aujourd'hui pour l'introduction. D'abord,
personnellement mon histoire. Je m'appelle Gabriel Diabaté. J'ai eu la chance de travailler pour CSC et Commonwealth Scientific Corporation aux États-Unis. Et Commonwealth Scientific Corporation était la seule et unique compagnie au monde qui avait la technologie de la lithographie. Donc, par ce travail, on a eu la chance de visiter presque tous les laboratoires, n'importe où on a fait l'outil informatique, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, que ce soit n'importe où l'outil informatique est fabriqué. Nous avons eu la chance de travailler presque dans tous ces laboratoires parce qu'on était seul et unique compagnie qui avait cette technologie de la lithographie à l'époque. Donc, moi, j'ai commencé à travailler là-bas. On était à Pentium 3. On venait juste de sortir du Pentium 2 pour rentrer au Pentium 3. Donc, j'ai vu travailler au développement des CPU, au développement des SDRAM, des disques durs et des GMR. Et puis, cette lithographie s'applique aussi à beaucoup de capteurs électroniques, que ce soit des capteurs dans la santé, dans les fibres optiques. Donc, nous avons eu la chance de parcourir le monde. Donc, je remercie aussi des amis avec qui j'ai travaillé, M. Bernard Marquis. Nous avons vraiment travaillé dans tous ces laboratoires à travers le monde. Et sans oublier deux éminents ingénieurs, docteurs africains, M. Wahab Baouchi, qui est un éminent scientiste, et qui a développé, qui a eu beaucoup de brevets d'invention aux États-Unis, et Oumar Chakawi, hein, qui était le directeur, le chef du département de UQAM, université au Canada, qui ont développé même pas mal d'équipements de Cisco. Donc, c'est pour l'introduction. Moi-même, j'ai eu la chance, j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre sur l'Afrique et le développement, où sont passés nos intellectuels. Parce que je me suis dit que nous sommes africains, alors quelle est notre contribution au développement de nos pays? Donc, je recommande aussi à tous les grands intellectuels, parce qu'on en a beaucoup, de faire une contribution intellectuelle pour nos enfants. Voilà, parce que l'éducation, il faut aider nos enfants à comprendre et où nous partons. Je viens de publier ce livre. Voilà, je viens de publier ce livre. Bon, je ne sais pas si vous voyez, je viens de publier ce livre. C'est dans l'automatisme industriel. J'ai aussi publié ce livre qui est aussi dans le froid industriel, c'est-à-dire appliqué, c'est-à-dire la digitalisation appliquée au froid industriel qu'on appelle les direct digital control. Donc, des livres qui sont enseignés dans plusieurs centres de formation ici aux États-Unis. J'ai eu la chance d'être le directeur d'éducation du Global Tech à Illinois. Et j'ai travaillé, enseigné aussi à Mokatio District Technology School à Washington State. J'ai enseigné à Delta Tech College dans le Mississippi. Donc, j'ai une petite expérience dans l'enseignement. Donc, je dis merci à tous nos collaborateurs. Donc, aujourd'hui, pour l'introduction de la chaîne, nous allons parler d'un sujet qui est l'intelligence artificielle. D'abord, avant de parler de l'intelligence artificielle, pourquoi on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui? C'est parce que c'est maintenant que nous voyons l'intelligence artificielle, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, on fait un retour en arrière. Le développement, quand on parle de développement aujourd'hui, ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas, et en fait, personnellement, c'est comme ça que je vois, le développement n'est que industriel parce que tous les pays développés au monde ne sont que des pays industrialisés. Donc, il n'y a pas de pays
est développée sans l'industrie. Donc, ça veut dire que la voie est connue. Donc, le développement est industriel. Il n'y a pas autre développement. Vous allez à Dubaï, c'est joli. Mais quand on parle des pays industrialisés, les pays développés, on parle rarement de Dubaï. Non, on te dit seulement que c'est développé par rapport à tout ce qu'ils ont pu accomplir pendant les 40 dernières années. D'abord, la première révolution industrielle s'est passée en Angleterre. Voilà. Et la première révolution, ça a été marqué par l'introduction de la production mécanique, principalement des machines à vapeur. Ça, c'était la première révolution. La deuxième révolution industrielle caractérise par une production de masse, hein, qui, avec la force de l'électricité qui a été trouvée, développée, donc à l'aide, et on a fait les aciers et la production chimique. Ça, c'était la deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, c'est une révolution numérique entraînée par les ordinateurs, l'automatisation et l'Internet. Et nous sommes aujourd'hui à la quatrième révolution. La quatrième révolution, c'est actuellement marqué par la convergence de la technologie telle que l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets, conduits par des usines intelligentes et des systèmes interconnectés. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'informatique et de l'intelligence artificielle, je veux amener nos enfants à comprendre et comment nous devons nous orienter. On doit orienter nos enfants à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à ça. Et lorsqu'on parle de l'ordinateur, j'ai toujours dit que l'ordinateur, les gens ont dit que l'outil informatique est intelligent. Mais c'est les êtres humains qui ont programmé ces ordinateurs qui sont plus intelligents. La différence, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont mis ensemble pour développer l'outil informatique. Donc, il y a des chimistes, des ingénieurs électriciens, parce que l'outil informatique est développé par les ingénieurs électriciens et les chimistes, et ceux qui ont fait les sciences des métaux. Voilà. Donc, lorsque l'électricité est à un niveau micro, on parle de l'électronique. Sinon, généralement, l'outil informatique a été développé. Tous les laboratoires où moi j'ai travaillé à travers le monde, que ce soit la Silicon Valley, que ce soit, c'est ceux-là, les électriciens, les chimistes, et puis ceux qui ont fait la science des métaux. Donc, pour dire que aujourd'hui, ces quatre révolutions, on a fait la première révolution, la deuxième révolution, la troisième révolution, on est dans la quatrième révolution. Et nous, Africains, la première révolution, on n'a pas répondu, la deuxième révolution, on n'a pas répondu, la troisième révolution, on a répondu, mais d'une autre manière. L'autre manière, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a l'Internet. Et c'est, pour nous, c'est un objet c'est quelque chose de communication. C'est important. Mais ça va au-delà de ça. Donc, quand on va dans les pays africains, généralement, on a l'Internet que pour les emails, etc., alors qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'Internet. Mais c'est là dépend comment nos systèmes d'éducation fonctionnent. Maintenant, revenons à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un vaste domaine de l'informatique axé sur la création de machines et de systèmes capables d'effectuer des tâches. Généralement, c'est associé à l'intelligence humaine. Cela inclut le fonctionnement tel que l'apprentissage, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent apprendre les données et les exercer, exercer. C'est-à-dire, ça apprend ces données et l'expérience, ça apprend aussi et au fil du temps, l'outil de l'intelligence artificielle commence à apprendre comme un être humain. Et en s'adaptant et améliorer la performance au fil du temps. C'est comme si vous quittez dans un point A à un point B,
Alors, vous mettez votre GPS, la route va de A à Z. L'intelligence artificielle va faire va faire le même tronçon, mais c'est qu'il va commencer à analyser est-ce qu'il n'y a pas autre tronçon qui est mieux que la voie que j'emprunte. Donc, il s'adapte à ça. Lorsqu'il emprunte autre voie et qu'il voit que le temps a diminué même de 2 minutes, 3 minutes, il se dit, bon, ça va nous faire économiser de l'argent. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est que des outils informatiques. C'est l'ordinateur, seulement la capacité de l'ordinateur. Quand moi j'ai commencé à travailler dans l'industrie du semi-conducteur pour faire les CPU, les processeurs, les CPU qu'on appelle les processeurs, qu'on appelle les CPU, avaient environ 64 millions de transistors. Vous voyez, ça avait 64 millions de transistors pour l'algorithme que ça devait, c'est-à-dire pour traiter les données. Mais aujourd'hui, vous prenez un téléphone iPhone. Le processeur de iPhone, le dernier iPhone, alors bon, ça, je le dis, vous pouvez vérifier, ça tourne autour de 80 milliards de processeurs, de transistors, 80 milliards. Parce qu'à l'époque, l'ordinateur, ce qui est très difficile pour l'ordinateur, c'est d'abord le graphique, la couleur. Donc, quand les Pentium 3 jusqu'au Pentium 4 étaient fabriqués, on avait un processeur, un CPU qui était les processeurs, et puis accompagné de quelque chose qu'on appelait les coprocesseurs. Parce que les coprocesseurs, lorsque vous avez des fonctions mathématiques, il faut un coprocesseur pour pouvoir traiter ces données. Mais aujourd'hui, l'outil informatique est fait en tenant compte de ça. Donc, les CPU sont devenus encore plus denses. Ça traite les graphiques, la couleur à un temps record. Aussi, je peux quand même dire que le président Bill Clinton et le vice-président Al Gore à l'époque, ils ont été vraiment deux pièces maîtresses pour ce développement. Parce que Bill Gates a dit quand il est arrivé que je vais mettre les moyens en place en sorte que l'ordinateur d'aujourd'hui et de demain puisse calculer quelque chose en une fraction de seconde que un être humain devait prendre environ 1000 ans pour pouvoir calculer. Donc, on est arrivé à ça. Donc, pour vous parler un peu de l'outil informatique. Et donc, pour dire que l'intelligence artificielle, sans être explicitement programmée, c'est-à-dire les programmes, le système est fait en sorte que ce n'est pas exclusivement programmé pour faire tel travail, mais le système va s'adapter à apprendre cela et à l'exécuter. Tu vois? Et ça résout les problèmes. Tu as pu analyser des informations, identifier des modèles, faire des déductions logiques et résoudre des problèmes complexes. Donc, ça, c'est le AI. Cela implique ça implique et ça permet aux machines de voir et d'entendre, et grâce à des technologies telles que la vision par ordinateur, reconnaissance d'images et des vidéos, et le traitement de langue naturelle, compréhension et généralement du langage humain. Mais tout cela, vous devez comprendre que c'est les êtres humains qui ont programmé, parce que l'ordinateur n'est pas aussi intelligent comme les gens pensent. C'est ce qu'on lui ordonne. C'est pour ça qu'on appelle ordinateur en français. C'est ce qu'on ordonne à l'ordinateur. C'est une machine qui assimile. C'est-à-dire, c'est une machine c'est-à-dire, lorsque vous storez des données dans l'ordinateur, 1000 ans, vous pouvez l'interroger, il va vous sortir ces mêmes données. Donc, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle puisqu'on allait à un cran où cet instrument peut apprendre comme un être humain. Voilà. Apprendre comme un être humain. Donc, on arrive à ça. Donc, nous, on a connu
l'intelligence artificielle depuis le XXe siècle, depuis les laboratoires. Mais ce n'était pas encore public parce que les ordinateurs ne répondaient pas encore à traiter ces données à un temps record. C'est maintenant que les gens parlent d'intelligence artificielle, mais ça, l'automatisme industriel, l'automatisme appliqué, le contrôle fait partie intégrale de l'intelligence artificielle parce que c'est de faire en sorte qu'une machine puisse travailler sans l'intervention de l'être humain. Moi, j'ai travaillé dans des laboratoires et dans beaucoup de pays, au Japon, ici aux États-Unis, en Corée, et nous avons des laboratoires où l'être humain n'a pas droit à mettre pied à l'intérieur. Tout le monde reste hors de la chambre et la machine fait le travail du départ jusqu'à la fin. Mais ça, on a programmé ces machines à faire ce travail. Donc ça, c'était la robotisation. Mais maintenant, on va encore à un cran plus parce que avec l'intelligence artificielle, on arrive à minimiser encore plus d'erreurs qu'on avait hier parce qu'on a eu plusieurs protocoles de communication c'est-à-dire qui étaient d'abord les câbles, les serial communication, les parallèles communication, on allait au USB, on allait maintenant au câble réseau, disons à un réseau Ethernet hein, pour faire communiquer les machines et on va maintenant au-delà où on va maintenant à des fonctions comme le IoT et où les objets qui peuvent communiquer à travers l'Internet lorsque en message, on les interroge, ils te répondent ou les ordonner à faire quelque chose. Donc tout ça, aujourd'hui, ça devient encore plus intéressant parce que on a des machines maintenant qui peuvent traiter ces données. L'intelligence artificielle, ces machines peuvent traiter des grandes quantités de données pour prendre des décisions éclairées, souvent dans les situations trop complexes ou trop urgentes pour les humains. Voilà. Parce que lorsque on doit calculer des données qui sont complexes, des données statistiques qui sont complexes ou des fonctions mathématiques. L'être humain, c'est trop compliqué pour nous. Et donc, on met nos idées, on prend les scientifiques qui vont travailler, storer ça, ordonner ça à l'ordinateur de faire ce travail. Et donc, ça, c'est l'intelligence artificielle. La créativité, domaine plus récent en développement, c'est-à-dire un développement rapide. Ça générait et ça crée de nouveaux contenus tels que le test des images, la musique et même du code aspects où on appelle les clés de AI. Donc, la technologie comment la technologie, c'est-à-dire l'intelligence artificielle englobe diverses technologies, l'apprentissage automatique, l'algorithme, il y a tout ça dedans, et qui apprend à partir des données. C'est-à-dire, vous lui donnez quelque chose, il prend ce modèle, il va lui-même réfléchir, développer comme un être humain qui est assis pour réfléchir. Mais pour qu'on arrive à tout ça, à la base, c'est des êtres humains qui ont réfléchi pour qu'on arrive à ces machines aujourd'hui de fait qui répondent qui travaillent comme des humains. Moi, il y a 20 ans de cela, j'ai eu la chance d'avoir une interview avec Afrique Éducation il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, en plus, il y a plus de 20 ans. C'était fait en 1996 à Tokyo. Donc, je disais ceci, que on va demander l'industrie de demain, c'est pour remplacer les êtres humains par des robots qui sont, des robots qui sont intelligents, qui vont faire le travail de l'être humain de demain. Ça, c'était en 1996 à Tokyo. Donc, aujourd'hui, en 2025. Ce que j'ai prédit, ça arrive, puisque je n'ai pas prédit que je suis un savant. Non, c'est parce que je travaille toujours dans l'environnement. Donc, je travaille dans beaucoup de laboratoires. Aujourd'hui, on parle des drones hein, qui volent un peu partout. Les drones DJI a été développé à Hong Kong University of Science et Technology. Moi-même, j'ai passé 6 mois à Hong Kong Université et Sciences et Technologies dans leur microélectronique lab pour développer
des capteurs. Ce n'est pas moi qui développe, je ne suis pas le scientifique qui développe, mais nous avons manufacturé des machines qui l'université de Hong Kong devait se servir de cela pour pouvoir développer leurs capteurs, les circuits intégrés. Et ça aussi, dans l'armée américaine aussi, même chose, parce que je travaillais pour une compagnie et notre patron, c'est lui qui a développé les premières propulsions des fusées en utilisant le ion beam et le plasma. Et c'est cette technologie qui a été appliquée à l'industrie du circuit intégré, des semi-conducteurs, de la lithographie. Parce que vous entendez souvent les chambres blanches dans les laboratoires. Et c'est des chambres blanches, mais à l'intérieur, vous avez des modules. Ces modules sont sous vacuum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Non, c'est un environnement de l'espace. Donc, parce que lorsque une fusée va dans l'espace, on a besoin de moteurs d'avion pour propulser la fusée et de rentrer dans l'espace. Mais une fois rentré dans l'espace, le moteur ne peut plus propulser parce que pour qu'il y ait propulsion, il faut qu'il y ait de l'air. Alors que lorsque l'avion rentre dans l'espace, il n'y a plus de... tout est la gravité, donc il n'y a pas d'air. Donc, comme il n'y a pas d'air, il fallait trouver un moyen pour faire bouger la fusée dans l'espace. Donc, le ion beam, qui est comme un moteur électrique, le ion beam qui va générer du ion, jusqu'à aujourd'hui, toutes les fusées qui vont dans l'espace utilisent, ça n'a pas changé depuis, je sais pas, 80 ans, c'est la même chose. Donc, la compagnie où j'ai travaillé, c'est le boss de la compagnie qui est mort aujourd'hui, qui ne vit plus, perd son âme, qui s'appelle Kaufman, qui a travaillé, qui était un très grand savant de la NASA, qui a développé ça pour la NASA. Donc, nous avons connu ça, on a travaillé dedans pendant des années et des années, à travers le monde. Donc, et cette technologie qui a été appliquée maintenant dans ces chambres blanches, vous allez chez Intel, vous allez chez IBM, vous allez chez Samsung, vous allez n'importe où on fait l'outil informatique, à l'intérieur, ces circuits intégrés sont traités dans ces chambres. Et en utilisant le ion beam et le plasma qui est le côté positif, est négatif. Le ion est positif et le plasma est négatif. Mais aujourd'hui, notre compagnie, enfin, la compagnie n'existe plus, qui a été réachetée, mais une autre compagnie a détrôné tout le monde dans la lithographie, c'est ASL, comment on appelle, en Hollande. Mais eux, ils ne peuvent que faire la machine pour faire la lithographie, pour graver ces chips. Donc, c'est ça. Mais la technologie de ces chips, c'est l'Amérique. Donc, les CPU, c'était comme ça devient petit, petit, petit. Aujourd'hui, ça est dans les cellulaires. Les cellulaires d'aujourd'hui, quand on compare la capacité d'un cellulaire normal aujourd'hui, sa mémoire était plus que les fusées qui sont parties dans l'espace. Parce que les fusées qui sont parties dans l'espace, il n'y avait pas assez de mémoire. Donc, pour dire que nous sommes sortis très loin. Donc, l'application de l'intelligence artificielle est utilisée dans d'innombrables industries et dans la vie quotidienne. Des systèmes de recommandation, comme par exemple sur Netflix ou Amazon. Vous allez chez Amazon, vous commandez un objet aujourd'hui. À l'époque, enfin aujourd'hui, bon, je le sais, puisque nous avons aussi développé aussi pour Amazon. Vous allez sur le website, vous achetez quelque chose. Une fois c'est validé, la base de données dit que telle personne a commandé ça et ça a été validé. Il a payé. Donc, ce n'est pas un être humain qui est assis là-bas pour dire à telle personne a acheté. Cela vient directement dans la tête, au cerveau d'un robot. Et ce robot va se déplacer lui-même, aller dans le casier où l'équipement que tu as commandé se trouve, aller récupérer. Ça, c'est un robot qui va faire ça. Une fois récupéré,
il envoie, en passant, il s'arrête pour pouvoir imprimer le nom de celui qui a acheté, l'adresse, le destinateur, et il met dessus, et il va déposer sur le tapis, le tapis roulant qu'il doit envoyer sur ce camion pour aller à la livraison. Donc, cela est ultra sophistiqué. Et donc, vous avez un GPS local chez Amazon ici, où les robots savent exactement où ils sont. Et c'est là, dans l'industrie du semi-conducteur, vous allez chez Samsung en Corée, Pyeongtaek, vous allez chez TDK à Kofu au Japon ou à Saikudaira au Japon, vous allez trouver beaucoup de robots pour traiter, aller récupérer les silicon wafers, comme vous entendez Silicon Valley, aller chercher ces silicon wafers, ou bien vous allez en Malaisie, aller déposer ou dans les casiers où ça doit partir. Donc, vous dites comment ça devient plus complexe. Donc, le concept de l'intelligence artificielle, comme je disais, remonte au milieu du XXe siècle. Mais les progrès récents en matière de disponibilité des données, des puissances de calcul et d'algorithmes ont conduit à sa croissance rapide et à son adoption généralisée. Et pourquoi j'ai dit tout ça? À la fin, il faut qu'on voit d'où nous, Africains, où nous sommes. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs types de l'intelligence artificielle. Étroite, par exemple, le ANI, c'est l'intelligence que nous avons de grande partie aujourd'hui conçue pour effectuer des tâches spécifiques, par exemple, et jouant aux échecs, un filtre anti-spam. Par exemple, on t'envoie un email, bon, le filtre, c'est anti-spam. Ou bien vous allez sur Internet, aller écrire, par exemple, que je vais faire telle chose et que la loi Conan, le AI, va récupérer ça, aller remettre ça à la police qui doit s'occuper de ça. Donc, l'intelligence artificielle, par exemple, comme le AGI, hein, qu'il s'agit d'un concept théorique de l'intelligence artificielle qui possède une intelligence de niveau humain dans un large éventail. Ça veut dire que à ce niveau, la machine, c'est comme un être humain, vraiment. Il réfléchit comme un être humain, il apprend comme un enfant qui apprend à marcher ou un enfant qui apprend dans un atelier à comprendre quelque chose. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle. Et il y a un autre type qui produit un nouveau contenu original basé sur les modèles qu'il a appris. C'est-à-dire, il va apprendre comme un apprenti et puis il prend, c'est-à-dire des grandes quantités de données d'entraînement. Lui, il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre et puis il va remettre pour dire, bon, après mes études, ça c'est l'intelligence artificielle. C'est les ordinateurs. Ce n'est que des ordinateurs. Donc ce n'est pas, voilà, c'est des ordinateurs qui vont apprendre, après avoir apprendre, il dit, ah, mais c'est bon. Donc, attends que j'informe les autres. J'informe les autres. Donc, en sorte que les autres peuvent prendre ce modèle pour pouvoir utiliser ça dans leur calcul ou n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Nous, Africains, nous sommes où et qu'est-ce que nous apprenons dans nos écoles? Et comment notre environnement va s'adapter? Parce que la technologie, c'est comme un train. Voilà. Vous montez, vous sautez le train ou le train vient marcher sur vous. Mais je, le conseil toujours que j'ai dit, même dans mon livre Afrique et développement, j'ai dit que l'Africain, on copie tellement mal. C'est-à-dire, pourtant, on est intelligent. L'intelligence, ça. Les Africains, moi, n'importe où que j'ai vu les cadres africains, ils sont intelligents. Mais malheureusement, on copie tellement mal que chaque révolution, nous sommes en retard. Révolution industrielle, on a laissé. Révolution numérique, on est dedans, mais on n'est pas dedans comme il se doit. Parce que, généralement, ceux qui font de l'argent dans le digital aujourd'hui, c'est vrai, c'est peut-être les compagnies de cellulaires qui font beaucoup d'argent. Mais ça doit aller au-delà de ça.
ça doit éviter la corruption. Voilà. L'intelligence artificielle doit rentrer en compte. Ça doit la corruption, parce que c'est aussi un vrai problème au niveau de l'Afrique, où il y a beaucoup de corruption. Donc, l'intelligence artificielle doit nous aider à sortir de là. Mais avant d'arriver à tout ça, mais au niveau de l'école, alors comment nous allons orienter nos enfants pour aller apprendre? Parce que le problème, quand l'informatique a commencé, enfin, quand je dis commencer, quand on a commencé à voir l'outil informatique, beaucoup de choses, comment on appelle ça, beaucoup d'Africains, beaucoup achetaient des ordinateurs que mettre des DVD et regarder les films. Voilà, ça veut dire qu'il n'y avait pas un travail. Et puis, quelle que soit notre compétence africaine, l'Afrique, avec euh, peut-être 1 milliard ou 1,5 milliard de personnes, quelle que soit notre compétence en matière informatique, ça va m'étonner que nous allons dépasser les Indiens en matière de programmation. Aujourd'hui, vous devez comprendre que l'Inde, parce que la première révolution indienne s'est passée en 1942. Mais aujourd'hui, l'Europe, qui a été le guide même, parce que le premier pays développé au monde était l'Angleterre. Et l'Angleterre s'est développée. L'Amérique a copié l'Angleterre. L'Amérique s'est développée. La France, l'Allemagne euh, a copié ce modèle. Ils sont développés. L'Inde aujourd'hui voit que il faut revenir à l'industrie, à une nouvelle industrialisation. Parce que le problème, l'Inde a formé beaucoup d'informaticiens qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui, l'an passé, il y a eu plus d'1 million de nouveaux chômeurs en Inde, des gens qui ont appris à programmer. Moi, je suis dans un état où Microsoft vit à côté de moi ici. Intel vit ici. Vous prenez un taxi ici, empruntez le taxi. Vous avez 80% de chances de trouver que le chauffeur de taxi a un master en sciences, en computer science. Voilà. Et chez nous, c'est vrai, on a des informaticiens. Mais il faut que, pour que ces informaticiens deviennent des bons informaticiens, il faut que notre développement industriel suisse là. Sinon, ils vont finir par rester à la maison comme des administrateurs. Voilà. Et comme nous avons hérité de la colonisation, où les gens formés beaucoup, c'était pour gérer l'administration. Donc, quand l'informatique est arrivée, on a oublié toutes sortes de métiers. Tout le monde a commencé à aller dans le domaine informatique. La raison, c'est très simple. Je peux être cravaté, je suis quoi? Je suis informaticien, et puis je m'assois devant mon ordinateur au bureau. Donc, je suis bien sapé. Voilà. Donc, c'est un autre dérivé de l'administration. Voilà, c'est important. Mais alors que nous, on fait l'informatique. Mais nous avons des bouts, on a des blousons, c'est qu'on va programmer, on fait le schéma électrique, on va dans l'usine pour aller travailler sale comme n'importe qui. Costume, cravate, on attache ça rarement. Peut-être cette année même, je me demande si moi-même j'ai attaché une cravate. Je n'ai pas attaché une cravate. Parce que, non, parce que le travail que j'ai fait, c'est l'informatique industrielle. J'ai fait l'automatisme appliqué. Mais ce n'est pas dans le bureau que ça se passe. Le bureau, c'est de faire la conception, programmer, faire les chemins, faire la simulation, mais il faut aller sur le terrain pour aller voir est-ce que les robots qui ont été programmés marchent. Donc, c'est l'atelier, c'est sale. Il faut aller chez le client, c'est sale. Hein, ou même on est propre même et on n'est pas bien habillé, c'est lorsqu'on travaille dans les laboratoires où on traite les semi-conducteurs, que ce soit à la Silicon Valley, n'importe où on fait l'outil informatique. Donc,
nous, Africains, nos systèmes d'éducation, moi, j'ai toujours lutté pour ça, parler du système d'éducation en Afrique. Parce que, pourquoi? Parce que quand je vais au Japon, le Japonais, il n'est pas intelligent que l'Africain. Hein, la preuve, ici aux États-Unis, les plus grands intellectuels aux États-Unis, c'est les Nigérians, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Asiatiques. En fait, c'est les Nigérians. Donc, ça veut dire quoi? Les Nigérians, ils sont qui? C'est les Africains, ils sont les plus grands intellectuels. Ils dominent tout le monde ici aux États-Unis. Tout le monde. Et bon, je ne connais pas l'Angleterre, mais ça va m'étonner que les Nigériens ne sont pas premiers aussi là-bas. Mais pour nous, francophones, nos pays qui veulent se développer, nos systèmes d'éducation doivent respecter beaucoup de choses. Et c'est important. Sinon, on va rester en retard. On va manquer, on va se retrouver dans AI où les gens vont quitter dans d'autres pays, venir nous trouver, nous dominer dedans. Et puis on serait là encore. On va dire qu'il y a une cinquième révolution qui arrive. Puisqu'on n'était pas prêt à la quatrième révolution, on ne serait jamais prêt à la deuxième, à la cinquième révolution. C'est pour cela que j'ai dit dans mon livre, Afrique et développement, où sont passés nos intellectuels. Je dis que le développement, c'est comme un avion qui doit prendre son envol sur 1000 mètres. Nous, Africains, on a déjà parcouru les 1000 mètres. Mais au bout de la piste, on s'est retrouvé dans un rond-point. Donc, depuis 1960 jusqu'à ce jour, on est dans un rond-point puisqu'on ne sait pas quelle voie qui mène au développement. Donc, on est resté là-bas. Mais pourtant, le développement est très simple. Le développement n'est qu'industriel. On n'a pas besoin d'avoir des industries chez nous que pour notre marché local. Voilà. Si on était formé, très bien formé, on va avoir les industries des autres dans notre pays. Et j'ai dit, et je répète, vous allez en Chine, vous allez en Malaisie, vous allez au Vietnam, qui est encore l'un des dragons qui vraiment fait beaucoup de progrès aujourd'hui en matière de développement. C'est parce que leur école, leur système d'éducation respecte des normes que nous, on ne peut pas. C'est tout, c'est la différence. Sinon, on est né de la même façon que le Chinois, que le Japonais. On a grandi de la même façon. Comment se fait-il que le Chinois nous domine et le Japonais nous domine et nous, on est assis? Le Japon, un exemple. En 1929, les Japonais ont acheté une Ford ici aux États-Unis, démonté cette Ford pour devenir la Toyota. Ils ont copié ce qui marche et nous copions ce qui ne marche pas. Il y a une voie qui est tracée pour le développement. Pourquoi nous, on veut forcément faire notre voie? Si nous allons faire une nouvelle voie, mais c'est une voie qui n'a pas été expérimentée, on n'a pas ces moyens. On va aller en brousse. C'est très simple. La voie du développement a été tracée depuis la première révolution industrielle. Ce n'est qu'industriel, il n'y a pas. Moi, j'ai voyagé dans tous les pays développés au monde. J'ai mis pied partout. Il n'y a aucun pays développé qui n'est pas industriel. Quand je vais dans leurs industries, je vais en Afrique, on me dit que l'Afrique va se développer. Je dis que ce n'est pas vrai. Je dis, je ne crois pas. Voilà. C'est parce que, pourquoi je dis que je ne crois pas? C'est parce qu'on n'a pas commencé. Voilà. On copie toujours au-dessus. On ne va pas en bas pour aller comprendre. Alors que la formation, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans les industries informatiques. C'est-à-dire, quand je dis informatique, c'est-à-dire faire l'outil informatique, tester les ordinateurs dans le banc d'essai d'abord avant de sortir. Parce qu'aucune machine ne pourrait sortir, aucun outil informatique, quelle que soit la marque, IBM, Sony, Yamaha, et quelle que soit la marque, hein, Dell, n'importe quelle marque, notre machine, ça va passer dedans avant de sortir. Et au moins, on a un petit travail dedans. Et quand vous allez dans l'industrie du semi-conducteur, faire les disques durs, les machines, 80% de ceux qui travaillent à l'intérieur
c'est des gens qui ont des niveaux à peine troisième. Voilà. Qui ont des niveaux à peine troisième. Vous allez maintenant, on commence à aller à une robotisation sauvage. Vous allez, par exemple, en Malaisie, vous allez les choses. Vous allez trouver que en Malaisie, à l'époque, les Malaisiens, les Malaisiens allaient en Indonésie pour aller prendre des travailleurs, de venir travailler pour eux. Et moi, en 1996, je vous parle de 1996, j'ai travaillé dans un laboratoire à Penang, en Malaisie, et une jeune dame, une très gentille, musulmane, qui me donnait tout le temps à manger, qui m'invitait tout le temps à aller manger. J'ai posé la question à la dame, j'ai dit, mais tu as quel niveau d'études? Ce qu'elle m'a donné, c'était à peine cinquième ou sixième au niveau d'études. Mais je lui demande combien on te paye. Elle était payée à l'époque à 900 ringgit. À l'époque, le 900 ringgit, ça fait 150 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'est à l'époque. Ça, je parle de 1987. Elle est logée, elle est transportée, elle est soignée, elle gagne ça par mois. Voilà. Et puis, non seulement à l'époque, Sigue donnait à manger à, à, à midi. Il y avait 7000 personnes qui travaillaient là-bas pour faire, parce que les têtes de lecture des disques durs à l'époque, c'est tellement petit que le robot, en prenant, généralement, ça faisait tomber. Donc, il fallait la mettre dehors. Donc, tout cela, c'est tous les ordinateurs que vous avez achetés, ça vient de cela. Et si vous achetez un ordinateur, s'il n'y a pas une disque dur Seagate, c'est Quantum, ou bien c'est choses, comme on appelle, IBM, ainsi de suite, ou bien Samsung. Mais aujourd'hui, on est sorti des disques durs avec les balançoires qui commencent à être petits. On va maintenant au SSD. Et SSD, maintenant, ça veut dire que c'est les disques qui ne bougent plus. Donc, c'est électronique, hein, qui sont les solid state disques. Donc, mais quand vous allez en Malaisie, la Malaisie a été le premier pays du tiers-monde à avoir la capacité technologique de fabriquer les silicon wafers, de fabriquer, de faire les cassures des wafers. Mais quand la Malaisie a approché les Américains, ils disent non, on veut que vous nous donnez du travail, tout simplement. Venez mettre votre usine ici, donnez-nous du travail. Après 3 ans, 4 ans, après avoir investi, du coup, après avoir investi, les Malaisiens disent non, nous, on veut la cassure. Alors que c'était le nettoyage, c'est la cassure. Donc, ça fait un bras de fer entre l'industrie américaine et puis les Malaisiens. Mais au fini, c'est resté pour eux. Donc, la Malaisie, aujourd'hui, fabrique tout ce qui est électronique. La Malaisie fabrique la voiture, ils font des avions, ils font des moteurs d'avion, ils font la machinerie, etc., etc. Donc, nous, Africains, où nous sommes, où nous sommes. Et chacun ne peut pas être docteur. Chacun ne peut pas être des grands diplômés. Prenez un seul exemple. Un seul exemple. Prenez l'exemple de l'Allemagne. Le développement allemand a été un développement ouvrier. C'est en Allemagne, il y a des ouvriers qualifiés. Voilà. Le développement de l'Allemagne est parti comme ça. Vous allez, c'est des ouvriers qualifiés. Et les BMW sont sortis là. Et, comment on appelle, j'oublie le nom, c'est Bever quelque chose, Motor Work, qui est devenu BMW. Donc, vous dites que nous, Africains, on a cette capacité. Mais malheureusement, nos enseignants, c'est pas que je dis que nos enseignants ne sont pas là à l'école, hein, ça, il faut le dire, on a des grands diplômés, donc je ne suis pas là, moi, mais je ne suis pas un grand diplômé. Voilà. Mais malheureusement, nos enseignants, il n'est pas seulement que leur expérience académique à les étudiants. Moi, j'enseigne, mais mes étudiants aujourd'hui, je encore vous remercie, je les dis merci, vous allez voir cette vidéo. Je les donne des livres, mais je dis non, moi, je ne vais pas rester là, vous lire un livre, parce qu'en lisant le livre, vous pouvez peut-être mieux lire le livre que moi. Donc, vous prenez le livre, vous lisez le livre.
Et si vous avez des questions dedans, nous allons aller dans la pratique. C'est-à-dire ce que vous avez lu, comment cela s'applique à la réalité, c'est ce que moi je vous présente. Donc, ça fait que, sans me jeter des fleurs, ça fait que tous mes étudiants, depuis Global Tech, Delta, Mocatio, aujourd'hui avec choses comme on appelle le centre de formation au Maroc et ici aux États-Unis, mes étudiants, chaque fois je leur dis, notez-moi 20 sur 20. Notez-moi. Si vous pensez que ce que je vous donne comme enseignement, c'est égal à 1, donnez 1. Si c'est 0, mettez 0. Mais pour le moment, peut-être ils font ça, peut-être ils se disent, bon, notre professeur est gentil envers nous, il me donne 20. Il y a un même hier qui me dit qu'il me donne 25. Alors sur 20, il me donne 25. Ça veut dire qu'il est satisfait de mon travail. Donc, c'est ça. Donc, il faut des gens qui travaillent, qui ont une expérience, qui doivent aller accompagner nos étudiants à l'école. Sinon, on va former les gens à les mettre la touche. Moi, j'ai passé quelques années, enfin, pas directement, j'ai passé 4 ans sur un très grand projet en Arabie Saoudite. Et des soudeurs que j'ai vus là-bas, généralement, c'est des Indonésiens et souvent des Indiens, des Bangladesh, etc. Mais souvent, surtout ceux qui soudent dans la mer, mais ils sont super payés. Alors, la soudure ne demande pas un calcul. Il n'y a pas de calcul dans la soudure. L'enseignant à Global Tech ici, on a formé beaucoup de soudeurs parce qu'il y a un département qui fait la soudure. Mais tous ceux-là vont se retrouver dans les pays du Golfe et puis travailler et faire de l'argent. Mais vous allez dans nos écoles, je ne dis pas que ça ne soude pas, mais de la manière ça doit souder, ça ne soude pas comme ça, puisque moi j'ai vu beaucoup de centres de formation dans beaucoup de pays, y compris la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça veut dire qu'à la fin de la journée, c'est des gens qui ne sont pas, ils ont appris quelque chose, mais ils vont souder au pif comme ça et puis partir. Voilà. Donc c'est pas la soudure. Alors la soudure, c'est beaucoup demandé, c'est la mécanique. L'intelligence artificielle, là, c'est pour faire marcher les machines. Les machines, là, viennent de qui? Ça vient que de soudeurs, des ingénieurs mécaniciens, etc. Donc, et, et c'était une contribution aujourd'hui pour lancer la chaîne. Et aussi, je vous demande de partager, je vous demande, et bientôt vous allez voir Dame Kourouman aussi avec vous qui va vous entretenir. Et nous allons inviter des grands docteurs. En fait, quand il dit des grands docteurs, disons dans la technologie, on va appeler beaucoup de scientifiques qui vont de temps en temps discuter avec eux, ils vont nous donner leur avis sur beaucoup de sujets, au moins pour que on puisse aider nos enfants. C'est important pour nous parce qu'il faut que notre expérience, on ne va pas rester. C'est comme vous allez dans une auto-école, un enseignant qui a quitté l'école, il va enseigner l'auto-école. À l'auto-école, je prends un exemple. Il travaille pendant 30 ans, sa retraite, il prend sa retraite, mais quand tu lui demandes, mais quelle a été ta contribution, il t'a dit, il a enseigné des enfants qui ont conduit. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'apprend pas à conduire une voiture dans un livre. Il faut pratiquer. Donc, c'est ça la différence entre nous. Il y a beaucoup comme ça. On a la pratique en main, il n'y a pas de commentaires. On peut faire passer ça à nos enfants. Mais généralement, quand on va en Afrique, souvent, quand tu discutes, il arrive souvent, la première chose d'abord, on demande tout le monde où sont vos diplômes. Dans l'atelier, là, c'est ça que j'aime l'Amérique. Quand vous travaillez en Amérique, l'Américain te demande qu'est-ce que tu vas nous apporter, qu'est-ce que tu peux faire pour nous. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? C'est ça. Parce que nous, on est là, on veut faire de l'argent. Quelle serait ta contribution? Voilà. Et donc, et nous avons fait aussi notre petite contribution, même quand on n'est pas des grands intellectuels. J'ai participé quand même à beaucoup de recherches de brevets d'invention par des compagnies de ISD. J'ai été dedans, j'ai travaillé dedans.
Et quand le GMA, on créé le Giant Magnet de Résistivité, j'ai participé dedans, pas en tant que scientiste, mais en tant que l'ingénieur qui a programmé, qui a fait, qui a mis l'algorithme en place pour que ça marche. Donc, j'ai participé, pas moi seul, j'étais dedans, il y a Bernard Marquis, il y a eu 3 docteurs. Aujourd'hui encore, je parle encore du docteur Wahab Bauchi, parce que j'ai travaillé pour lui en tant que son ingénieur. Lui, il est le docteur. Il a fait des recherches. Je devais adapter la machine par rapport à sa recherche. Donc, il a fait des peacemakers qui est aujourd'hui dans beaucoup de cœurs à travers le monde. Mais ça, c'est le travail de l'un de nos compatriotes africains. Donc, on va aussi l'inviter ici pour qu'il vienne nous dire quelque chose, son expérience. Donc, si vous avez des grands intellectuels qui peuvent contribuer, on vous demande de nous contacter parce que c'est l'Afrique, le développement là. Une seule personne ne peut pas développer un pays. Donc, c'est tout le monde ensemble. Vous allez en Chine, vous allez au Japon, et vous allez n'importe où. C'est un groupe, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses que moi je ne connais pas. Je me réfère à un docteur qui peut m'aider à régler ce problème. Donc, c'est comme ça le développement doit se passer. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas le travail d'une personne. Une personne, la personne passe, mais le pays reste. Donc, nos enfants sont là, on a des petits-enfants, donc il faut qu'on les aide et apprendre à les faire, à apprendre des métiers, pas que aller danser. Vous regardez en Afrique, les enfants dansent. Vous allez au Japon, les enfants travaillent. Vous allez en Chine, les enfants travaillent. Donc, à la fin de la journée, vous ne pouvez pas comparer ces deux personnes. Parce que quand moi, je donne classe, j'ai toujours dit à mes étudiants une chose qui est claire. Si je te dis, je vous donne un devoir, je dis 1 plus 1 est égal à 2. L'étudiant qui me répond seulement que c'est égal à 2, c'est pas trop sûr que je vais te donner une bonne note. Mais l'étudiant qui va me dire comment il a fait pour trouver les 2, lui, il va avoir la note. Même que il va faire 1 plus 1 est égal à 4, mais il m'a expliqué l'acheminement logique. Je vais lui donner les 20. Celui qui m'a dit tout simplement que c'est 2, je vais lui donner 0. Voilà. Enfin, quand je dis 0, je ne vais pas lui donner une grande note. Voilà. C'est parce que c'est la compréhension qui est le plus important. Parce que lorsqu'on comprend, là, le reste devient facile. Ce n'est pas seulement la réponse, parce que la réponse, tu peux voler, tu peux tricher. On trouve ça beaucoup de gens, ils ont des diplômes, ils ont triché, ils ont triché, ils ont payé leur diplôme. Donc, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Pour moi, l'acheminement logique. Si tu peux me présenter ça, si tu peux me démontrer ça, je vais te donner une très bonne note. Donc, pour clore, je dis, par exemple, dans mon livre, que si nous, Africains, on ne fait pas attention, le jour où on va se réveiller du sommeil, qu'on a compris maintenant comment les choses fonctionnent, et si Dieu nous dira le matin que le monde finit demain, alors on fait comment? Pourtant, on a des cerveaux. Nos enfants, là, ce pas des enfants qui sont bêtes, hein, ça, il faut le reconnaître. Les Africains, mais généralement, on n'est pas bêtes parce que déjà, à la base, on parle plusieurs langues même avant même. Donc, souvent, même les enfants qui parlent 2 langues avant même de commencer l'école. Donc, mais comment on va les orienter? On ne peut pas les orienter dans beaucoup de personnes, dans la finance, dans les CC, etc. La technologie, l'industrie, il faut les orienter. Maintenant, nos pays, comment nos pays doivent faire pour nous industrialiser? Ce n'est pas forcément que nous avons besoin des industries dans nos pays pour faire vivre notre pays. Enfin, quand je dis faire vivre notre pays, parce que quand vous allez chez un investisseur pour dire, viens construire une usine chez moi, mais le gars, il te dit, quel est le pouvoir d'achat de ton citoyen? Est-ce que j'ai un marché là-bas? Mais nous, ce n'est pas des industries comme ça que nous recherchons. Nous recherchons des industries qui viennent utiliser notre main-d'œuvre. Voilà. Tu utilises notre main-d'œuvre, tu fais tes bagages et puis tu vas. Et en sorte que nos enfants puissent travailler. Parce que mettez en tête que on a, par exemple, je prends un exemple de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien.
Voilà, donc je préfère dire ça, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Nous avons peut-être, bon, je ne sais pas, hein, je donne ça au pif, hein, bon, vous pouvez me rectifier, je dis ça sur vos supervisions. On a peut-être 40 000 fonctionnaires, mais par an, c'est pas 10 000. Considérons même que par chaque année, sur les 40 000, c'est 5 000 fonctionnaires qui vont à la retraite. Donc, on va engager 5 000. Mais l'école forme peut-être 50 000 ou 100 000 enfants que l'école met dehors chaque année, ils n'ont pas de travail. Voilà, l'école va former 100 000 personnes et 100 000 personnes et les mettre dans la rue, ils n'ont pas de travail et personne ne parle de cela. Voilà. Ça, c'est très important parce que tout le monde ne peut pas être agriculteur, tout le monde ne peut pas être coiffeur, tout le monde ne peut pas être soudeur, etc. Mais c'est comment nous, on va arranger en Afrique pour que l'économie soit basée sur la main-d'œuvre qualifiée. Parce que la main-d'œuvre qualifiée, là, nous allons prendre. L'Europe même nous a aidés. Nous, on peut prendre le travail des Européens et puis c'est-à-dire, on te prend leur travail, eux, ils vont avoir le chômage. Mais malheureusement, c'est nous qui avons le chômage dans nos pays. C'est parce que c'est le modèle, c'est le modèle que nos pays ont adapté qui ne marche pas. Ce n'est pas diable. Quand je vais en Malaisie, quand je regarde un peu, la Malaisie, c'est la Côte d'Ivoire, par exemple. En fait, quand je dis la Côte d'Ivoire, c'est à peu près la même population que la Côte d'Ivoire. Mais ce que la Malaisie est capable de faire, nous, on n'est pas capable de faire. Et ce n'est pas parce que le Malaisien est plus intelligent que nous, mais c'est comment les choses ont été structurées qui fait la différence. Vous allez en Malaisie, c'est un pays qui est super industrialisé aujourd'hui. Super industrialisé. Et ils ont 31 ou 32 millions d'habitants. Voilà. 32 millions d'habitants. Et vous avez environ presque 40 000 mégawatts d'électricité. Considérons que 10 000 mégawatts d'électricité rentrent dans les domiciles. Mais environ 30 000 mégawatts d'électricité qui est là pour les industries. Vous allez en Côte d'Ivoire, on parle d'électricité, c'est vrai qu'on a de l'électricité, mais la Côte d'Ivoire n'a que 3 427 mégawatts d'électricité. Mais si 20 millions de personnes doivent utiliser cette électricité, on n'a pas assez d'électricité pour faire marcher nos usines. Ça fait que quand on demande aux compagnies intéressées pour de chez nous, ils sont intéressés de chez nous. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, c'est tous les pays africains dont je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand on dit à ces pays, venez chez nous, ils sont intéressés de venir faire du business où ils vont vendre chez nous, où ils vont prendre quelque chose pour aller. Ça se passe au Congo, ça se passe en Côte d'Ivoire, au Sénégal, n'importe où. Mais parce qu'on n'a pas assez de jus pour pouvoir alimenter les usines. Et moi, je travaille pour, enfin, faire un projet pour Uniphase. Uniphase en Suisse, à Zurich. Et nos systèmes devaient traiter des capteurs électroniques. Et, c'est-à-dire, le procédé, c'est 22 minutes. Dans les 22 minutes, il y a des capteurs dedans, 8 capteurs qui doivent être traités. Si le courant coupe dans ces 22 minutes, on prend ces capteurs, on met dans la poubelle. Parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rattraper. Et chaque capteur coûte environ 20 000 dollars. Donc, ça veut dire que quand l'électricité coupe dans les 22 minutes, tu prends 20 000 dollars multipliés par 8 et jeté dans la poubelle puisqu'il n'y a aucun moyen de rattrapage. Si ces industries viennent s'installer en Afrique, vous voyez ce qui doit arriver. Donc, tout ça, ça fait peur. Donc, on conseille à tous nos pays, nous sommes les plus riches. On a des intellectuels, mais notre modèle de développement, changeons un peu. Si on change un peu, on va être encore on va être les plus riches. Donc, je souhaite ça pour tous les pays africains.
Et nos frères intellectuels, contactez-nous, ceux qui peuvent faire des contributions intellectuelles, venez nous aider et faire la contribution intellectuelle. Et pour terminer, j'ai mené une enquête. C'est une ONG qui m'a aidé à mener, enfin, qui m'a donné d'enquêter 2 centres de santé dans un pays. 2 centres de santé dans un pays. Parce qu'ils sont étonnés que les gens meurent chaque fois il y a opération. On fait intervention chirurgicale sur des gens. Il y a beaucoup de personnes qui mourraient. Mais alors, quand ça arrive là, on va dire que les docteurs, ce n'est pas bon. Parce que comment vous opérez les gens et les gens meurent. Mais sans vous mentir, le problème était, quand j'ai investigué, c'était seulement un problème d'électricité. Ce n'est pas parce qu'il y a coupure d'électricité, il n'y a pas coupure d'électricité, mais la manière, l'installation électrique dans les chambres d'intervention chirurgicale sont conçues. C'est ce qui tuait les gens, puisque quelqu'un est anesthésié, on l'injecte, il dort. Et puis, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Le docteur vient, il commence à faire l'opération, les machines sont branchées sur lui. Les machines qui sont branchées lui injectent de l'électricité. Il suffit seulement de plus de 5 millièmes ampères pour que la personne meure. Donc, à la fin, ça a été rectifié, mais aujourd'hui, c'est OK. Donc, pour dire que ça, c'est des choses que même nos ministères, partout en Afrique, nos ministères de santé, c'est des choses qu'il faut voir. Donc, sur ça, je vous remercie encore. Je dis merci à tous nos partenaires, surtout à l'Université de Montpellier. Bientôt, Dame Mati Traoré et Dame Kourouman sera avec nous. Elle est en déplacement, donc elle sera avec nous pour animer des émissions. Et nous allons appeler des grands intellectuels, hein, tout ce que ça dit. Quand je dis grands intellectuels, ce n'est pas ceux qui ont les diplômes de docteur, non. Quand je dis grand intellectuel, même celui qui fait la menuiserie, qui fait très bien la menuiserie, c'est un intellectuel pour nous parce que c'est ceux-là qui contribuent au vrai développement. Et on n'a pas besoin. Il y a trop de chômage dans nos pays. Depuis qu'on est né, on est dans le même chômage. Hein, on parle de même chose. Hein, donc, il faut chercher à arrêter ça. Voilà. Il faut créer les conditions. Tout le monde ne peut pas être homme d'affaires, tout le monde ne peut pas avoir des entreprises, ou c'est quelques-uns qui vont avoir des entreprises, mais il faut faire en sorte qu'ils ont la main-d'œuvre disponible qui les permet d'être productifs. Et il faut que tout ce que nous fabriquons chez nous soit accepté ailleurs. Et cela s'explique seulement la méthode de fabrication et la norme. Parce que la norme française ou la norme américaine, ce n'est pas la norme ivoirienne. Et même si nous on suit, mais il y a un minimum de choses à faire pour que nos produits soient acceptés dehors. C'est très simple. Donc, sur ça, encore, c'est l'introduction. Ça a été long, mais c'est normal. Nous allons de temps en temps parler de cela. Donc, prochainement, je vais vous donner le sujet des États-Unis par rapport à la Taïwan. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que les gens veulent comprendre. On m'a posé plusieurs questions. Je vais vous répondre. Qu'est-ce qui se passe? L'usine de semi-conducteurs en Taïwan. Quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi l'Amérique et la Chine, il y a un problème? Alors, je vais vous expliquer ça. Les microchips, comment ça arrive et quels sont les problèmes? Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Et sur ça, encore, c'est Gabriel Diabaté. Djibril, voilà. C'est mon nom, c'est Gabriel Djibril Diabaté. Ou Djibril Gabriel Diabaté, c'est la même chose. Donc, sur ça, je vous dis bonsoir encore. Merci. Partagez TechnoCity. Hein. Venez nous supporter, venez partager parce que c'est pour share, c'est pour partager la connaissance de tout le monde. Tous ceux que nous pouvons trouver qui vont passer ici, que vous soyez des docteurs, voilà, mais qui va être beaucoup sur la technologie, parler que seulement de la technologie. Tout ce qui rentre dans la technologie, santé, n'importe quoi rentre dans la technologie. Où nous sommes, où nous allons. Parce qu'on veut
aussi faire en sorte que nos pays évitent d'être à la solde des autres. C'est ça. Voilà. Et c'est très important parce que euh, si nos pays, on est à la solde des autres, on va rester toujours pauvre. Comment se fait-il que depuis on est né, notre pays est pauvre, on est toujours pauvre, on est toujours pauvre, mais on dit qu'on a l'argent, mais on ne le voit pas. Donc, aidons nos enfants à une relève. Voilà, c'est important. C'est ça, je vous dis merci, Gabriel.